Quelques siècles dans le futur, dans un système solaire presque entièrement colonisé, trois grandes puissances sont engagées dans une guerre froide qui semble à chaque instant devoir basculer dans un affrontement ouvert et destructeur. D'un côté, la Terre, dirigée par les Nations Unies, est surpeuplée et ses ressources s'épuisent. De l'autre, Mars, dont la terraformation promise dans un avenir lointain, est devenue une quête quasi religieuse pour ses habitants. C'est la civilisation la plus avancée technologiquement, mais que les conditions d'existence sur un monde à l'environnement hostile ont transformé en une société autoritaire et militaire. Enfin, nous avons la ceinture d'astéroïdes où vivent des colons qui n'ont jamais connu autre chose qu'une atmosphère confinée, une gravité faible et des lumières artificielles. Exploités par les deux autres factions, ce sont pourtant eux qui extraient les ressources indispensables à toute cette civilisation, et en particulier l'eau, sans laquelle Mars n'aurait aucune chance de survivre et encore moins d'atteindre son but ultime de devenir une planète pleinement habitable. Parmi les colons de la ceinture, nombreux sont ceux qui se rallient à la cause du mouvement indépendantiste de l'Alliance des planètes extérieures, qui organise la rébellion contre les deux autres factions. Voilà le cadre en tension permanente dans lequel évolue une poignée de personnages que tout oppose, mais qui n'auront pas d'autre choix que de faire face ensemble à la fois au défi d'un monde sans cesse au bord de la guerre et à l'apparition dans le système d'une anomalie possiblement d'origine extraterrestre. Salut les terriens, et voilà pour ceux qui ne la connaissent pas le point de départ de l'excellente série The Expanse. Bon, pas de panique pour ceux qui l'ont pas vu, je vous la recommande vivement, mais ça ne devrait pas pour autant vous perdre pour l'épisode d'aujourd'hui, car le sujet que je voudrais aborder avec vous n'est pas lié à son scénario ou à ses personnages, mais plutôt à la vraisemblance de ses technologies et au réalisme de ses lois physiques, pour nous demander ensemble, est-ce vraiment à ça que devrait un jour ressembler l'avenir de l'humanité ? Rassurez-vous aussi, on va spoiler le moins possible, je m'en voudrais de vous divulgacher toute l'histoire. Qu'est-ce qu'il est moche ce mot. Allez, moteur et action. La série télévisée The Expanse, adaptée de la saga du même nom, écrite par Daniel Abraham et Ty Franck, a été dès sa sortie unanimement saluée par la critique pour son souci du réalisme et du respect des lois de la physique. Alors, qu'en est-il vraiment, et si la physique est si bien respectée, est-ce que cela signifie que tout ce qui nous est montré est du coup plausible et pourrait bien arriver un jour ? Alors je mets tout de suite de côté tout le mystère autour de la protomolécule, dont on ne sait pas tout de suite s'il s'agit d'une technologie avancée ou d'un organisme d'un autre monde, même s'il faut bien dire que cette petite incursion pseudo-extraterrestre dans le scénario, dont on ne comprend ni vraiment la forme ni les intentions, si tant est qu'elle en possède, a un petit côté rafraîchissant si on la compare au canon du genre. Je veux dire, enfin une histoire dans laquelle les extraterrestres ne sont pas de gros monstres bien convenus, débarqués dans leur énorme vaisseau made in Betelgeuse. Bref, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la science derrière l'histoire, et la première chose qui saute aux yeux, c'est que pour une fois, les scénaristes ont décidé de respecter et même d'inclure pleinement dans le déroulement des scènes toutes les problématiques liées à la gravité et aux accélérations, et surtout à leurs effets sur les personnages. Voici d'ailleurs à mon avis une scène magistrale de ce point de vue et qui illustre très bien cet effort. Deux des personnages principaux, James et Naomi, sont en mauvaise posture, ils essuient un feu nourri, mais alors qu'ils courent se mettre à l'abri, la propulsion du vaisseau dans lequel ils se trouvent, qu'il est plaqué jusque-là au sol, est coupée, et ils se retrouvent soudain en apesanteur. Si on en restait là, ça pourrait avoir l'air d'un bon remake de cette scène de On a marché sur la lune, dans laquelle l'un des Dupont coupe le moteur de la fusée avec sa canne, en voyant tout le monde voler dans la pièce, mais bien sûr ça ne s'arrête pas là. Privés d'appui, nos deux héros n'ont plus aucun moyen de se diriger vers la sortie, et les voilà à première vue condamnés à flotter sans pouvoir rien y faire, tout en se faisant tirer dessus comme des lapins. Nager dans l'air ne sert à rien et ils ont l'air cuits, mais regardons ce que l'un des personnages, qui a visiblement planché sa physique au lycée, décide de faire. D'abord attacher un câble à Naomi pour la récupérer en fin de manœuvre, puis profiter de son appui sur elle pour basculer en arrière, et hop, un bon coup de pied aux fesses. Alors en quoi la manœuvre est géniale ? Eh bien la réponse se nomme conservation de la quantité de mouvement. Et grâce à elle, le système de deux corps isolés, composé de James et Naomi, possède certes toujours un mouvement moyen nul, leur centre de masse commun n'a pas bougé, mais les deux parties s'éloignent maintenant l'une de l'autre, juste assez pour que ce petit malin de James puisse coller ses semelles magnétiques à la passerelle et tirer à lui sa collègue. Une fois tous deux rattachés au sol, les personnages peuvent enfin courir se mettre à l'abri, et voilà comment on fait d'une ennuyeuse loi physique le point central d'une scène d'action originale et bien ficelée qui ravit les amateurs de hard science fiction. Les exemples dans ce genre ne manquent pas tout au long de la série, on sent bien que les auteurs, plutôt que de considérer les lois du monde réel comme des entraves au scénario, ont clairement pris le parti d'en faire au contraire les rouages profonds de leur narration. Globalement, The Expanse a su esquiver les pièges habituels du genre. Le délai dans les communications entre planètes, par exemple, plutôt que de rendre les scènes ennuyeuses, a au contraire été intégré au scénario pour en renforcer la tension. En particulier, les personnages doivent se résoudre au fait qu'ils ne savent rien de ce qui se trame de l'autre côté du système solaire avant plusieurs minutes, le temps que les signaux radio qui se déplacent à la vitesse de la lumière leur parviennent.
On est donc très loin des discussions en hologramme depuis l'autre bout de la galaxie. En ce qui concerne le son dans l'espace, par contre, le résultat est un peu plus mitigé. Vous le savez, puisque dans le vide, les ondes sonores n'ont aucun support pour se propager, il ne peut y avoir le moindre son dans l'espace. La phrase d'Alien « Dans l'espace, personne ne vous entend crier » n'est pas une métaphore, et vous n'entendriez en réalité pas le moindre boom pendant les plus sauvages des batailles de laser, ou même lorsque l'étoile noire explose. Dans The Expanse, si ce détail a été pris en compte dans la narration, avec en particulier des personnages obligés de coller leur casque l'un à l'autre pour communiquer dans le vide lorsque leurs radios sont coupées, le son se propageant alors par la matière de leur visière, la série ne fait quand même pas l'impasse sur les vrombissements de vaisseaux et le vacarme des explosions. Mais là, on peut difficilement leur en vouloir, ces scènes ne seraient clairement pas les mêmes dans un silence total. Dans 2001 Odyssée de l'espace, par contre, c'est totalement respecté, et c'est vrai que ça rend l'ambiance assez particulière, mais en termes de rythme et d'immersion, on est d'accord que ce n'est pas tout à fait la même ambiance. Dans tout ça, l'aspect physique qui est sûrement le plus travaillé et le mieux pris en compte de toute la série, sans doute parce que c'est aussi le plus visuel, c'est tout ce qui touche à la gravité et aux accélérations. Mais avant de nous extasier ou possiblement de critiquer, voyons un peu déjà d'où on part. Dans le cinéma classique, peu importe les acrobaties que font les vaisseaux, les coups de frein ou les départs en vitesse lumière, tout le monde reste confortablement calé dans son siège, le brushing bien en place. Et puis franchement, dans cette scène de l'Empire contre-attaque, vous ne vous êtes jamais dit qu'il y avait un truc bizarre ? Je veux dire, à ce moment où R2-D2 répare le vaisseau pour passer en vitesse lumière, de deux choses l'une, soit il y a un système à bord pour compenser parfaitement les effets de l'accélération et personne ne sent rien pendant que le faucon se mange 10 millions de G, soit il n'y en a pas, et R2-D2, eh bien, il ne glisse pas gentiment en arrière comme ici, mais il transperce toutes les cloisons en un milliardième de seconde et finit en vapeur de métal au milieu du cosmos. Bon, à partir de là, vous me direz, ce n'est pas sorcier de faire plus réaliste. Et déjà, pour poser les bases, dans The Expanse, pas de physique exotique, de voyage à la vitesse de la lumière, pas d'antigravité. Résultat, comme dans nos bonnes vieilles fusées, lorsque les vaisseaux mettent les gaz, les passagers subissent les effets de l'accélération au point d'en souffrir sévèrement quand elle est trop forte, et lorsqu'ils coupent les moteurs, tout flotte comme à bord de l'ISS. Jetez d'ailleurs un œil à la scène d'ouverture du tout premier épisode, tout est déjà là, les cheveux qui flottent autour du personnage, comme on les voit vraiment faire chez les astronautes à cheveux longs, même si le rendu général a peut-être un je ne sais quoi de plus classe que le look doigt dans la prise que ça peut facilement donner dans la réalité. Il y a aussi le plaisir de jouer sur les détails avec ces deux gouttes qui fusionnent sous l'effet de leur tension de surface, extrêmement bien rendue. Et surtout, l'intégration de cette réalité de la microgravité dans la dramaturgie de la scène, puisqu'il n'est pas si simple de forcer la porte quand on n'a pas la possibilité d'appuyer ses pieds au sol. Maintenant, au contraire, lorsque les vaisseaux manœuvrent de façon brutale, atteignant 10, 20 ou 30 G dans l'opération, les passagers se retrouvent en effet violemment plaqués dans leur fauteuil. On peut d'ailleurs remarquer la conception extrêmement maligne de l'un des vaisseaux particulièrement maniable, dont le siège pivote suivant la direction de la poussée pour toujours placer son pilote dans l'orientation la moins pénible. C'est ici une excellente idée, car si vous vous souvenez de l'épisode sur les expériences de crash test de John Paul Stapp, ce sont effectivement des accélérations auxquelles il est possible de survivre, mais clairement bien mieux lorsqu'elles sont encaissées de façon positive, c'est-à-dire dans le sens qui vous écrase vers le bas, que négative, quand au contraire vous êtes suspendu à vos bretelles. Un pilote de chasse ou de voltige encaisse généralement sans trop de problèmes une dizaine de G positifs, tandis qu'on place généralement la limite admissible à 2 à 3 G négatifs seulement. On peut aussi remarquer que pour ne pas tourner de l'œil pendant ces phases de poussée violentes, les personnages ont recours à une injection supposée leur permettre de ne pas trop en souffrir, mais de quoi s'agit-il ? Là, mystère. Il n'existe en effet pour le moment aucun équivalent à ce que les auteurs qualifient de jus du futur. Et surtout, c'est vrai, sur l'apesanteur, les auteurs se sont accordés un gros raccourci de scénario. Dans de nombreuses scènes où tout le monde devrait voler dans les cabines, ils se sont permis de jouer la carte magique des bottes magnétiques, ce qui a dans le même temps épargné pas mal de boulot aux réalisateurs. C'est vrai que dès que les bottes s'agrippent au sol, c'est comme si toute la scène se passait d'un coup sous gravité, même si on peut remarquer que les coupes de cheveux des équipages sont la plupart du temps pensées pour être suffisamment courtes ou rigides pour ne pas flotter en cas d'apesanteur. Malin. Mais surtout, dès que les pieds sont collés au sol, étrangement tout le monde se tient bien droit, alors que si on y réfléchit un instant, sans aucune gravité pour définir la verticalité, on n'a pas tellement plus de raison de rester perpendiculaire au sol que dans n'importe quel angle par rapport à celui-ci. On peut aussi se faire la réflexion pratique que ce genre de bottes, si elle simplifie à première vue les déplacements au sol, ne protège évidemment pas des conséquences physiologiques de l'impesanteur. Dans les stations spatiales, les astronautes sont condamnés à faire au moins 2 heures de sport par jour pour compenser autant que possible les pertes musculaires et osseuses, mais même avec ça, au bout de quelques mois, ils redescendent tous sur Terre sévèrement déconditionnés, parfois même incapables de marcher seuls. Donc autant dire que les équipages de ces vaisseaux au long cours doivent probablement avoir des os en polystyrène à force de vivre en apesanteur.
Ceci dit, cette problématique du conditionnement physique à la gravité n'est pas totalement absente de la série. Et oui, puisque les Martiens par exemple vivent sous un tiers de gravité terrestre, leur visite sur Terre commence forcément par quelques heures, voire quelques jours d'acclimatation, et leurs premiers pas ne sont pas toujours glorieux. Et encore, on peut considérer qu'ils s'en sortent plutôt bien. Imaginez que vous deviez soudain vivre sur un monde dont la gravité serait 3 fois supérieure à celle de la Terre, eh bien, pas sûr à vrai dire que vous seriez capable de faire le moindre pas à sa surface. Pour rappel, dans l'avion 0G de Novespace, pendant les phases de ressources, l'accélération n'est que de 2G et la plupart des passagers s'installent couchés au sol pour mieux l'encaisser en attendant la prochaine phase d'apesanteur. Le problème que ça pose pour nos Martiens, c'est que dans cette histoire, ils forment une société extrêmement militarisée qui se tient prête à tout instant à entrer en guerre avec la Terre, donc pas sûr qu'un débarquement en rampant et en vomissant leurs tripes dans une gravité écrasante ne soit très impressionnant. Par conséquent, on voit les soldats martiens s'entraînant aussi à évoluer en gravité terrestre en prévision de ce jour. Tout est bien pensé dans cette série, je vous dis. Dans le même genre, lorsqu'un colon de la ceinture qui n'a jamais vécu dans plus de quelques centièmes de G de toute son existence est capturé par les forces terriennes, pas besoin de se creuser longtemps la tête pour le faire parler, la simple exposition à la gravité terrestre est en soi une torture amplement suffisante. Alors justement, parlons-en un peu de cette ceinture d'astéroïdes, et en particulier du lieu sur lequel se déroule une bonne partie de l'intrigue de la première saison, Cérès. Cérès, c'est ce qu'on appelle une planète naine, c'est-à-dire un corps suffisamment gros pour que la gravité lui ait donné une forme à peu près sphérique, mais trop petit pour avoir attiré à lui les objets qui l'entourent et fait correctement le ménage sur son orbite. C'est de loin le corps le plus massif de la ceinture d'astéroïdes, cette zone située entre les orbites de Mars et de Jupiter, dans laquelle on recense plusieurs centaines de milliers d'objets de toute taille, et c'est le seul à répondre à la définition d'une planète naine. À elle seule d'ailleurs, Cérès représente un tiers de la masse totale de la ceinture, pas étonnant donc qu'il s'agisse d'un point central, d'une sorte de capitale de cet univers minier que les humains en ont fait. Ce qui est plus étonnant par contre, c'est la gravité dans laquelle ils vivent. Pendant toutes les scènes sur Cérès, les personnages évoluent clairement comme sur Terre, solidement plaqués au sol par la pesanteur. Pourtant, la masse de Cérès est d'1 dixième à peine de celle de la Lune, et vu la gravité que ça donne à sa surface, tout le monde devrait en permanence à peine rebondir par terre entre deux vols planés. D'autant que tout ne se passe non pas à la surface, mais dans la véritable ruche souterraine que la planète est devenue, et plus on se rapproche du centre, plus la gravité devrait être encore affaiblie. Alors, comment se fait-il que tout le monde semble vivre sous 1 G, ou pas beaucoup moins ? Eh bien, il semblerait que la réponse tienne dans cette petite scène. Stop, vous avez remarqué, la façon dont le liquide coule dans le verre, il ne coule pas droit. Eh bien, voilà une illustration, bien que pas très correcte en termes de trajectoire, de l'effet de Coriolis. Si vous vous souvenez de l'épisode sur Rama avec Roland Lehoucq, c'est cet effet qui témoigne justement d'un environnement en rotation et d'une gravité artificielle. Alors, est-ce que les auteurs essayent de nous dire que Cérès, creusée par ses colons, a justement été placée en rotation sur elle-même pour simuler une gravité intérieure exactement dans le modèle des cylindres de O'Neill ? Eh bien, si on en croit cette réponse du principal intéressé, Ty Franck, il semblerait bien que oui, puisque celui-ci nous explique qu'il s'est inspiré d'un article expliquant comment il serait possible de vaporiser l'intérieur d'un astéroïde à l'aide de lasers pour en faire une station rotative à gravité artificielle. Par contre, avec quelle énergie Cérès tout entière a-t-elle été mise en rotation suffisamment vite pour générer cette gravité, et surtout par quel miracle elle ne se disloque pas elle-même sous son propre effet centrifuge, ce n'est pas dit dans l'histoire. Bah oui, on est quand même là pour faire passer un bon moment aux spectateurs, mais s'il y a bien une scène dans laquelle les lois de la mécanique sont un peu mises à mal, c'est celle de l'attaque de Ganymède. Dans l'univers de la série, Ganymède, qui je le rappelle est une lune de Jupiter, est habitée par des colons pratiquant l'agriculture sous de vastes dômes. Et comme le soleil se trouve bien trop loin pour apporter une dose de lumière suffisante à toutes ces jolies plantes, c'est bien pensé, on a installé en orbite de vastes miroirs chargés justement de concentrer ces rayons en direction des dômes. Et dans la mesure où Jupiter et Ganymède se trouvent 5 fois plus éloignés du Soleil que la Terre, la puissance reçue est-elle 25 fois plus faible. Autrement dit, pour avoir un ensoleillement équivalent à ce qu'on a sur Terre, il faut pour chaque hectare cultivé installer un miroir de 25 hectares en orbite géostationnaire pour qu'il reste bien au-dessus de son dôme. Bon, au-delà du fait que ça risque de faire des tomates un tout petit peu chères au kilo, ça veut surtout dire que ces miroirs sont immenses, mais admettons. Par contre, lorsqu'une bataille se déclenche dans le voisinage et que les miroirs sont brisés, on ne voit pas vraiment pourquoi les morceaux se mettraient soudain à tomber sur Ganymède. Au contraire, sortir un objet aussi lourd d'une trajectoire orbitale demanderait une quantité d'énergie énorme, et par exemple chez nous, lorsqu'un satellite est détruit en vol, ces débris continuent de tourner en orbite pendant possiblement des années, et ils le feraient plus longtemps encore si c'est autour d'un monde dépourvu d'atmosphère pour les freiner, comme Ganymède. Il n'y a donc aucune raison pour que ces morceaux retombent directement sur cette lune de Jupiter.
Bon ok, mais même si on peut noter ici et là quelques entorses à la mécanique et quelques raccourcis pour les besoins de la narration, on ne peut quand même que saluer le travail à la fois des auteurs pour intégrer la physique réelle à la dramaturgie de la plupart des scènes d'action, et des réalisateurs pour la restituer au mieux pour notre plus grand plaisir et enrichir d'autant le scénario. Mais pour autant, cela veut-il dire que ce monde, décrivant une humanité colonisant le système solaire et y voyageant à volonté, représente ce qu'il y a de plus probable pour notre avenir ? Eh bien, il va bien falloir finir par se tourner vers cet éléphant dans le coin de la pièce qu'on fait semblant de ne pas voir depuis tout à l'heure. Ce grain de sable dans l'engrenage, enfin plutôt ce bon gros caillou, vous l'avez compris si vous avez regardé l'épisode de la semaine dernière sur les théories du génie Konstantin Tsiolkovsky et son équation, c'est la propulsion. Accélérer un vaisseau dans l'espace coûte cher. Cher en énergie bien sûr, mais plus grave encore, très cher en masse. De nos jours, lorsqu'on envoie une sonde aux confins du système solaire, tout commence par des calculs de trajectoire. On cherche d'abord à déterminer quelle sera la trajectoire qui demandera le moins d'énergie possible pour atteindre son but. C'est bien pour ça d'ailleurs que les voyages spatiaux durent des années et qu'on fait toujours appel à autant de manœuvres d'assistance gravitationnelle. Dans l'absolu, bien sûr, rien n'interdirait de foncer droit vers Mars ou Jupiter au lieu de suivre ses orbites complexes. Avec une poussée d'1 G à peine, soit bien moins que pendant le décollage d'une fusée, mais maintenue constamment, on atteindrait la planète rouge en quelques jours et la géante gazeuse en à peine plus. C'est ce que font d'ailleurs les vaisseaux dans The Expanse. Seulement, à ce jour, aucun moteur n'est capable d'un tel prodige, et les quantités d'énergie que demanderait ce genre de trajectoire directe sont loin, très loin de ce que nous sommes capables de produire actuellement. Vous vous souvenez de l'équation de Tsiolkovsky ? Pour accélérer plus fort dans l'espace, il n'y a que deux solutions. Soit on joue sur le terme de droite en expulsant plus de masse de carburant, mais c'est un jeu qui trouve vite ses limites puisque tout le carburant embarqué doit lui-même être propulsé au départ par encore plus de carburant, qui implique lui-même d'embarquer plus de carburant. Bref, vous aurez peut-être fait le lien avec la fameuse stratégie de ravitaillement en vol du Starship lunaire et son gaspillage monumental d'ergol. L'unique autre option reste alors de jouer sur le terme de gauche qui est la vitesse d'éjection de cette masse. Et vous l'aurez deviné, eh bien c'est là-dessus que les auteurs de The Expanse ont tablé. D'abord parce que sur leur vaisseau on ne voit quasiment pas de place pour les réservoirs, et ensuite ça plomberait sûrement un peu le scénario de devoir faire le plein de 100 ou 1000 fois leur masse en ergol à chaque voyage. On ne voit pas bien d'ailleurs d'où viendrait une telle manne. Or justement, les vaisseaux de la série sont capables de se propulser à 1 G pendant tout leur voyage, dans le sens de l'accélération pendant la première moitié, puis pour se freiner pendant la même durée. L'énergie délivrée pendant tout ce temps par leur moteur est donc absolument gigantesque. Quand on demande aux auteurs de la série à quoi marchent les moteurs de leur vaisseau, ils répliquent à l'efficacité. Et sous ces dehors d'énormes lapalissades, c'est en fait une réponse extrêmement maligne. Et oui, puisqu'on ne peut pas miser sur des masses infinies de carburant, le seul paramètre sur lequel il est possible de jouer, c'est cette fameuse vitesse d'éjection, et cette vitesse, c'est justement ce qui caractérise l'efficacité d'un moteur. Autrement dit, le message des auteurs c'est ici, grâce à un nouveau type de moteur, les vitesses d'éjection dans les tuyères sont devenues telles que de très faibles masses de carburant permettent désormais de réaliser tous les voyages possibles. Et il faut bien le comprendre, aussi bien dans le scénario de cette série que pour imaginer un éventuel avenir multiplanétaire pour l'humanité, la possibilité de créer un tel moteur c'est le point central. Sans un moteur de ce genre, adieu les trajets courts d'une planète à l'autre, adieu l'exploitation des ressources spatiales qui n'aurait aucun sens si elles demandent plus de ressources encore à transporter, adieu l'exploration humaine du système solaire extérieur, adieu l'installation de villes sur Mars qui pendant plusieurs siècles dépendraient entièrement de la possibilité d'y envoyer depuis la Terre du matériel par milliers de tonnes. Bref, c'est toute la perspective de la colonisation spatiale qui dépend entièrement de l'invention d'une telle propulsion miraculeuse. Et justement, on trouve dans la série cette petite scène dans laquelle Solomon Epstein fait son premier et dernier essai du moteur qu'il vient d'inventer. Malheureusement pour lui, lorsqu'il le met en route, la poussée est soudain telle qu'il n'est plus capable de lever le bras pour atteindre la commande d'arrêt. Dommage, car si on en croit la nouvelle dont ce passage est tiré, le moteur ne s'éteint qu'après avoir épuisé tout son carburant et atteint une vitesse de 5% de celle de la lumière, envoyant le brave inventeur à jamais en dehors du système solaire. Heureusement pour la suite de l'histoire, Madame Epstein avait gardé les plans du moteur qui permettra à l'humanité de voguer librement dans le système solaire pour les siècles à venir. Mais concrètement, est-ce qu'un tel moteur serait réalisable sans faire appel à de la physique exotique ou magique ? Est-ce qu'on a un espoir de voir un jour une chose pareille fonctionner ? Eh bien, on ne va pas se mentir, dans l'état actuel de nos connaissances, c'est plutôt mal barré. Pour caractériser l'efficacité d'une fusée, on utilise en général ce qu'on appelle son impulsion spécifique, qui représente assez directement la vitesse d'éjection des gaz en sortie de tuyère. Aujourd'hui, l'impulsion spécifique des meilleurs moteurs de fusée tourne autour de 400 secondes, et en comparaison, une petite analyse de l'histoire de l'invention du moteur d'Epstein qu'on vient de raconter permet de se faire une idée approximative du problème.
Pour reprendre les calculs de l'excellent Scott Manley sur YouTube, même en supposant un vaisseau dont les 4/5 de la masse seraient consacrés au carburant, ce qui est déjà beaucoup plus que dans la série, eh bien pour obtenir une telle poussée, il faudrait un moteur doté d'une impulsion spécifique de l'ordre du million de secondes. Voilà donc le gouffre à franchir. Aujourd'hui, pour les meilleurs moteurs à la pointe de la technologie, c'est 400 secondes, et pour une civilisation interplanétaire façon The Expanse, 1 million de secondes. Bon oui, il y a comme qui dirait un léger souci d'échelle. Bon déjà, avec de telles valeurs, il faut oublier l'énergie chimique. Il ne se trouve tout simplement pas assez d'énergie chimique dans une masse de carburant donnée pour se rapprocher un tant soit peu de cet objectif. En fait, à ce stade, la seule source d'énergie envisageable serait la fusion nucléaire, c'est d'ailleurs ce que semblent confirmer les auteurs quand on leur demande. Et c'est vrai qu'il existe aujourd'hui des projets expérimentaux de réacteurs à fusion nucléaire pour produire de l'énergie, vous avez sûrement tous entendu parler d'ITER à Cadarache dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est un euphémisme que de dire qu'on est encore très loin du compte, à la fois en termes de complexité, de dimension et même tout simplement de technologie. Mais surtout, même en imaginant une technologie fiable et miniaturisée, le souci restant est que dans toutes les réactions de fusion envisageables dans le cadre d'un moteur, c'est-à-dire suffisamment rapides comme celle du deutérium et tritium, ou encore deutérium et hélium-3, une certaine fraction de l'énergie est toujours perdue sous forme de neutrons ou de rayons gamma. Et inévitablement, une certaine part de ces rayonnements serait aussitôt interceptée par le matériau du vaisseau, lui transmettant instantanément une dose énorme d'énergie thermique. Elle serait d'ailleurs suffisante pour vaporiser instantanément n'importe quel alliage et l'équipage avec. Je ne parle pas non plus du fait que les matières premières de telles réactions sont par nature si rares et coûteuses que leur emploi pour de la propulsion n'est pas près de se démocratiser, comme le demanderait la mise en place d'un véritable commerce de ressources spatiales à grande échelle. Bref, désolé pour vos rêves de vacances sur Mars et de croisière autour de Saturne, mais la colonisation du système solaire à grande échelle et le voyage interplanétaire pour tous n'est décidément pas pour aujourd'hui, et très possiblement pas pour demain non plus. Il y aura encore beaucoup à dire sur la science derrière The Expanse et le réalisme de ses perspectives de colonisation spatiale, la terraformation de Mars telle qu'elle y était abordée ou encore le commerce de ressources spatiales pourrait occuper quelques épisodes, mais si vous le voulez bien, faisons durer un peu le plaisir et gardons ça pour plus tard. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas le pouce, l'abonnement, un petit commentaire s'il y a d'autres scènes ou d'autres séries que vous aimeriez qu'on analyse ensemble, et quant à moi je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo, salut les terriens!